Bonjour à tous. Tour d'horizon des infrastructures numériques. Quels sont les grands enjeux aujourd'hui? Quels investissements cela représente du côté de la Caisse des dépôts en particulier? On va s'intéresser à la feuille de route 2025 avec la grande interview de Gaël Serrandour, qui est le nouveau directeur du département infrastructure. Voilà pour le sujet à la une de Smartech. Dans cette édition, également notre rendez-vous avec le monde du livre. Vous allez découvrir un logiciel de musique assez étonnant et absolument unique en son genre. Mais d'abord, 3 questions sur l'IA dans les PME. Est-ce qu'il nous faut un manuel de survie? C'est tout de suite dans Smartech. Alors voilà, j'ai avec moi le guide de l'IA en entreprise, manuel de survie pour les PME, qui est paru chez First Interactive. Et à distance, j'ai la chance d'être connectée avec l'un de ses co-auteurs. Bonjour Jean-François Deldon. Bonjour Delphine. Vous êtes PDG de Yakadata. Pourquoi un guide de l'IA serait un manuel de survie pour les PME? Dites-moi. Eh ben, dans le monde actuel, en tout cas, surtout depuis l'arrivée de ChatGPT, l'IA s'impose à toutes les entreprises et pas que les grandes. Parce que chez les grandes, ça a commencé depuis longtemps. Mais maintenant qu'on installe les climatisations ou qu'on soit une entreprise industrielle, ben, on doit faire face à l'IA, soit parce qu'on est un dirigeant, on veut l'utiliser et on ne sait pas trop comment embarquer ses employés dans la démarche, soit parce qu'en fait, on ne sait pas trop comment l'utiliser, mais par contre, les employés ont commencé. Et donc, il faut arriver à naviguer dans ces eaux troubles où on ne maîtrise pas tous les aspects, on voit des outils, mais il y a un fort impact humain. Donc, on a essayé de retracer ça dans le manuel de survie avec Luc. Ouais, survie, c'est un mot fort. Ça veut dire qu'il y a des pièges mortels? Bah, il y a des pièges auxquels on ne pense pas forcément. Déjà, il y a tout un tas de règlements sur les données privées, l'IA Act qui arrive, et les PME ne sont pas préparées en tout cas à faire face à tout ça, et ni les utilisations. Je donne un exemple tout simple, dans un cabinet de gestion de patrimoine, on se dit, ben, tiens, on va utiliser la retranscription automatique des réunions, mais à partir du moment où les gens vont dire des données sensibles sur leur santé ou quoi que ce soit, bah, ça tombe sous le coup de ces réglementations-là, et donc il faut savoir appréhender ça. Alors, vous animez un groupe de travail sur l'IA générative au sein du Hub France IA. Quels sont les premiers retours d'expérience que vous recevez dans ce groupe? Eh ben, dans ce groupe, en fait, ce qu'on a comme premier retour d'expérience, c'est qu'il y a beaucoup d'outils, effectivement, et qu'il y a beaucoup de questions aussi qui se posent au-delà de l'utilisation de ces outils sur comment, en fait, les employés doivent les utiliser. On a essayé de fournir un guide qu'on a sorti il y a quelques temps sur comment choisir son modèle d'IA générative, parce que dans la multitude de solutions qui existent, elles n'ont pas toutes les mêmes conditions d'utilisation, les mêmes tarifs, les mêmes implications écologiques non plus. Et donc, il y a un certain nombre de considérations comme ça qu'on essaye de simplifier pour essayer de donner de la clarté, ce qui manque aujourd'hui sur ces modèles-là. Et vous sentez un a priori positif, négatif, justement, de la part des dirigeants? Ah, ça dépend vraiment des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des Oui. dirigeants qui veulent y aller à fond et parfois même qui se heurtent plutôt aux réticences des employés, qui se posent des questions soit sur leur emploi, sur simplement bah, qu'est-ce que ça va leur apporter au jour le jour. Et donc c'est pour ça que dans le manuel, justement, on essaye de retracer comment préparer les équipes, comment identifier les cas à valeur ajoutée, valeur pour l'entreprise, mais aussi pour les employés, pour qu'ils se disent qu'est-ce que ça m'apporte au jour le jour. Et parfois, par contre, il y a des dirigeants qui sont un peu réticents et qui se disent, ben, tiens, où mes données vont aller, qu'est-ce que ça va faire et est-ce que je ne vais pas perdre mon avantage d'entreprise. C'est là où ça bloque sur le niveau d'appropriation. En fait, c'est plus une inquiétude que une réticence à utiliser un nouvel outil. Alors, il peut y avoir un peu des deux. Il y a des situations où les employés, en fait, sont habitués à la façon dont ils fonctionnaient avant et ils n'ont pas forcément envie de changer d'outil. C'est pour ça que je parle de valeur pour l'employé, c'est qu'il faut les convaincre de pourquoi, en fait, c'est un gain pour eux de passer à ces nouveaux outils. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est très fort, qui est ben, la confidentialité, le fait de perdre un petit peu de son savoir d'entreprise Ouais. qui est présent dans la tête de pas mal de dirigeants. Donc, il faut essayer voilà, de rationaliser Et, ça et d'expliquer comment on peut le faire de la bonne façon. et j'ai envie de dire tant mieux. Enfin, si ça permet de prendre des précautions sur quelles sont les données que l'on partage et avec qui, ça c'est plutôt une bonne chose en fait d'être en éveil là-dessus. Mais combien ça coûte pour une PME qui veut se mettre à l'IA? Bah, en fait, quand on veut se lancer, on a toujours l'impression que c'est des montants astronomiques, mais on peut se lancer avec des montants assez faibles. Et ce qu'on essaye aussi de retranscrire dans le manuel, c'est qu'il y a beaucoup d'aides qui existent. Par exemple, si on utilise des dispositifs comme le diagnostic Data IA du programme IA Booster de BPI France,
pour un montant de 6 500 euros avec 6 500 euros supplémentaires d'aide de la BPI, on peut faire un diagnostic de 10 jours qui est clair sur les sujets qu'on va faire. Avec des dispositifs comme le PAC IA en Ile-de-France et qui est en train de se développer un peu partout grâce au Hub France IA, justement, pour des montants de quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros, on arrive déjà à faire de premiers projets IA. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de proposer dans le livre, c'est une approche itérative où on identifie, on fait des premiers projets et après on grossit en fonction de l'intérêt et de la valeur qu'on trouve. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides en France sur ces projets, donc c'est important de les connaître. Il y a aussi un quiz à la fin pour savoir quel genre d'innovateur on est, c'est ça? Oui, effectivement, à la fin du livre, il y a quelques éléments. Alors, il y a un élément qui est la Prompt Academy, parce qu'on ne pouvait pas quand même faire un livre sans parler un peu de concret et d'outils, même si on parle beaucoup d'humains. Et puis, un petit quiz autour de quel innovateur on est, parce que justement, vu qu'on a beaucoup focalisé ce livre sur la partie humaine, on veut donner toutes les clés aux dirigeants pour pouvoir embarquer leur équipe au mieux. Et alors, ça donne quoi, Jean-François, pour vous? Vous êtes quel genre de PDG? Ah, ouais, je suis très très créatif, donc clairement en fait c'est moi disons pour m'accompagner il faut voilà, avoir un profil plutôt de gens qui me ramènent sur le concret, qui vont aller plus sur la partie logistique, organisation. Merci Clairement. beaucoup, Jean-François Deldon. Je rappelle que vous êtes le PDG de Yakadata et puis l'auteur donc, de ce guide de l'IA en entreprise paru chez First Interactive. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, c'est le moment de la grande interview. Aujourd'hui, je reçois Gaël Serrandour de la Caisse des dépôts. Quels sont les grands enjeux en matière d'investissement dans nos infrastructures en France? Quels investissements d'ailleurs cela représente? La feuille de route de l'État pour 2025. On va voir tout ça avec mon grand invité aujourd'hui dans Smartech. Gaël Serrandour, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau directeur du département infrastructure à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires du groupe Caisse des dépôts. Alors d'abord, bienvenue dans cette émission. Vous coordonnez les investissements dans les grandes infrastructures du pays, mais pas uniquement sur le numérique, bien évidemment. Vous êtes passé à l'échelle plus large. Ça dit, moi, je vais vous ramener à ce sujet du numérique parce qu'on est dans Smartech et vous avez longtemps travaillé sur les investissements vraiment dédiés à ce secteur au sein du groupe La Caisse des dépôts. Alors, quels investissements cela représente aujourd'hui? On parle de quel montant quand on parle d'infrastructure numérique à la Caisse des dépôts? Alors, merci pour l'invitation, tout d'abord, Delphine. Alors, peut-être pour vous répondre et pour avoir la proportion de ce que peuvent représenter des investissements dans les infrastructures numériques, juste vous donner une indication déjà du montant d'investissement globalement pour la Banque des Territoires chaque année. C'est à peu près entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros d'investis dans les territoires sur différents projets. Quand par ailleurs, dans les métiers de la Banque des Territoires, nous sommes à la fois prêteurs pour les collectivités territoriales et les organismes de logements sociaux. Ça, c'est entre 15 et 20 milliards d'euros de prêts que l'on octroie chaque année, des prêts de très long terme. On utilise l'épargne des Français pour des services utiles et d'intérêt général. Et puis, il y a donc cette activité d'investissement en parallèle de cette activité de prêt. Et aujourd'hui, le portefeuille de la Banque des Territoires en matière d'investissement, c'est 8 milliards d'euros. Okay. À l'intérieur de ces 8 milliards d'euros, eh bien, les infrastructures représentent 1 milliard d'euros. Voilà. Donc c'est déjà en termes de proportion ce que la Caisse des dépôts, la Banque des Territoires, a consacré aux infrastructures numériques ces dernières années. Et alors je disais justement que vous avez longtemps travaillé sur ces questions d'infrastructures numériques. Comment vous avez vu les choses évoluer dans le temps ? Alors, il y a eu différentes phases en matière d'infrastructures numériques. D'abord en montant d'investissement et puis aussi sur la nature des projets eux-mêmes. Le véritable signal et la modification sur le marché et en France, ça a été tout de même la constitution et la définition par le gouvernement d'un programme, d'un plan, le plan France Très Haut Débit, année 2010, qui a permis d'organiser entre les opérateurs privés, opérateurs de télécommunications et la puissance publique, l'État et les collectivités territoriales, l'organisation de ce qui a été l'un des plus grands chantiers finalement d'investissement dans les infrastructures et dans les infrastructures numériques ces dernières années. Alors on était très en retard dans les années 2010. Aujourd'hui, on peut même... Sur la fibre optique. Sur la fibre optique. Ouais. Aujourd'hui, on peut même se féliciter parce qu'au niveau européen, la France est désormais sur le podium.
en matière de taux de couverture en très haut débit des foyers français et des entreprises, et également en taux de souscription. Voilà, donc il faut aussi avoir des sentiments de fierté. Et voilà, et donc il y avait vraiment eu une bascule à partir de 2010 et un grand plan d'investissement qui s'est donc déroulé ces dernières années. Alors, il y a encore quand même ce chantier qui n'est pas totalement terminé. On parle de tous les problèmes autour de la fin du cuivre et de ce 100% qu'on devrait pouvoir réussir à atteindre en France sur la fibre optique. Bon, on va peut-être pas rentrer dans ce débat parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais on est quand même pratiquement à la fin de ce plan France très haut débit. Quels sont les nouveaux enjeux en matière d'infrastructure numérique? Alors, quelle est la prochaine étape, les prochains investissements majeurs? Alors peut-être juste tout de même, et ça ne fera que 5 secondes, donner la proportion. En fait, on est déjà à 90% de l'objectif. Oui. Les collectivités, elles avaient en charge 18 millions de foyers de Français qu'il fallait rendre raccordables au très haut débit en fibre optique. Nous, Banque des Territoires, on avait mobilisé de l'argent pour 13 millions de Français. Et aujourd'hui, sur notre empreinte, sur notre activité d'investissement, je rappelais le milliard d'euros que l'on a consacré à ce chantier-là, on a réussi la construction de 12 millions de foyers. Donc vous voyez, on est à 12 millions sur 13 millions, on est quasiment au bout, mais c'est vrai, vous l'avez rappelé Delphine, il restera des petits sujets qu'il faudra régler. Alors au-delà de ce sujet du chantier de la fibre optique, en fait ce que l'on voit poindre et arriver assez naturellement dans les territoires, de la part des PME, des ETI et des collectivités, c'est que finalement ce chantier a créé quand même une infrastructure socle qui permet d'accéder à du très haut débit, de la connectivité, de nouveaux services. Et en prolongement de cela, on voit de plus en plus des entreprises qui ont besoin d'héberger leurs données, des collectivités locales qui ont besoin de superviser leurs données, de déployer des capteurs pour vérifier l'hygrométrie des sols pour les agriculteurs, pour surveiller le CO2 dans les écoles, ou pour monitorer l'éclairage public, parce que post-Covid et avec les sujets de délestage d'énergie ces 3 dernières années, il y a eu une mobilisation très importante des collectivités pour transformer leur éclairage public, le rendre moins consommateur, plus sobre. Et ça, il faut le piloter. Il faut le piloter avec de l'énergie, avec des capteurs. Et donc, c'est là que le numérique est venu aider à cette transformation. Donc, ce sont ces mouvements que l'on voit dans les territoires. Ça veut dire que là, on sort du secteur classique où vous travaillez avec des opérateurs finalement de télécom, des réseaux de télécommunications, pour aller sur un champ d'infrastructure plus large dans lequel je vais intégrer par exemple des data centers, c'est ça? Exactement. Donc, l'investissement dans des data centers, ça fait partie des missions aujourd'hui de la Caisse des dépôts? On a réalisé, et aujourd'hui d'ailleurs, dans le prolongement, je vous illustrais avec le département de la Sarthe qui avait déployé, et on était investisseur pour déployer la fibre optique. Et l'étape d'après pour eux, assez naturelle, ça a été de dire je veux doter mon territoire d'un data center pour l'ensemble des acteurs du territoire, et puis déployer un réseau bas débit, un réseau radio bas débit pour déployer tous ces capteurs. Il y a d'autres territoires en France aussi qu'on pourrait citer. C'est un exemple. C'est Oui. un exemple. Ça va jusqu'au supercalculateur aussi, ces infrastructures? Alors aujourd'hui, la France a besoin, de toute façon, là on dépasse l'échelle territoriale. C'est la France, le pays, a besoin de grandes puissances de calcul. C'est le sujet intelligence artificielle, LLM, Mistral, pour lesquels on a besoin d'objets qui viennent héberger ces équipements pour faire tourner les algorithmes et les apprentissages. Donc ça dépasse la simple initiative locale. Et aujourd'hui, ce qui va se passer 2025, 2026, 2027, on est quand même sur plusieurs années, on va avoir cette articulation, on va voir émerger finalement à la fois des gros calculateurs et des campus, quelque part, et puis des toutes petites capacités d'hébergement réparties sur le territoire. On va avoir cette dualité. Et ça veut dire aussi que vous avez de nouveaux interlocuteurs, parce qu'on sort du simple champ, je veux dire simple, enfin bon, c'était pas forcément si simple ce plan France très haut débit, mais du champ des opérateurs de télécommunications pour adresser d'autres types d'opérateurs qui sont en charge d'infrastructures, pas forcément numériques au départ. Tout à fait. Alors c'est vrai que nos contreparties, partenaires, co-investisseurs étaient les opérateurs de télécommunications. On est aujourd'hui plutôt avec des industriels, des services numériques, aussi, des ESN,
des Engie, parce que quand on parle de data center, ou des Dalkia, groupe EDF, parce que on parle d'efficacité énergétique, on parle de mix énergétique aussi pour ces nouveaux data centers, pour lesquels tout le monde aujourd'hui veut évidemment baisser la consommation d'énergie, qui soit efficace. Et donc il y a aussi une dimension avec ces acteurs de l'énergie, alors qu'on est dans le champ finalement de l'infrastructure de données. Alors, je voulais faire quand même une parenthèse sur Mayotte, parce que comment ça se passe là après ce cyclone Chido qui a ravagé totalement Mayotte? Il y a tout le sujet de la reconstruction des infrastructures, y compris numériques. On a entendu une première polémique avec le choix de Starlink en urgence. Mais au-delà de ça, est-ce que la question du plan France Très Haut Débit se pose aussi à Mayotte? Est-ce qu'on va passer par de la fibre optique, ou on va trouver des solutions peut-être plus légères, plus rapides? Alors, ça n'est pas un sujet léger, malheureusement, parce que la situation a été assez dramatique. Et sur les 3 volets, l'eau, l'énergie et les télécommunications, en urgence, et ça n'est encore pas fini évidemment pour l'eau, l'énergie, on espère que fin janvier, l'ensemble du raccordement des particuliers ou des entreprises sur Mayotte sera fait par Électricité de Mayotte. Et puis, en urgence, les opérateurs de télécommunications ont aussi rétabli un minimum de couverture mobile sur l'ensemble de l'île. Et en effet, la question qui va se poser, chacun avait son plan d'investissement, ses opérations qui étaient prévues, tout est venu être bousculé et percuté. Et donc là, désormais, le sujet, c'est plutôt de repenser de manière concertée, de manière mutualisée, pour que les infrastructures de l'île, encore une fois, quelles qu'elles soient, eau, énergie ou télécom, soient pensées de manière coordonnée. D'abord parce que ça peut permettre de faire baisser le coût de la reconstruction, c'est quand même important. Et puis par ailleurs, parce que finalement les choses sont de plus en plus liées, et de repenser aussi les choses avec une visée de résilience. On a eu malheureusement aussi l'expérience post-ouragan Irma sur les Antilles du Nord avec Saint-Martin. Donc on a aussi une petite courbe d'apprentissage qu'on pourra partager, proposer à tous les acteurs mahorais pour la reconstruction. Mais juste pour illustrer, par exemple Mayotte, il y a 2 ans, on a inauguré, c'est l'un des premiers investissements de la Banque des Territoires à Mayotte, un data center qu'on avait conçu de manière sécurisée, en hauteur, sur les hauteurs de Mamoudzou, avec un certain nombre de prescriptions techniques. Ça fait partie des infrastructures qui finalement n'ont pas été tellement perturbées. Certes, il y a eu un petit peu de dégâts des eaux dans les bureaux attenants, mais les équipements qui étaient hébergés dans le data center de Mayotte ont tenu. Les opérateurs télécoms qui étaient venus se faire héberger dans le data center ont au moins eu ces équipements secourus et préservés. Et le centre hospitalier de Mayotte, qui d'un point de vue immobilier a malheureusement énormément souffert, toute son infrastructure informatique qui était logée dans ce data center a été préservée. Donc c'est ça aussi, repenser les infrastructures de manière globale et coordonnée, ça va être ça aussi, c'est de se dire comment je reconstruis, mais je reconstruis de manière sécurisée et résiliente pour limiter au maximum les éventuels aléas futurs. Et pas uniquement à Mayotte. Dans les critères, j'imagine aujourd'hui, justement, d'investissement et de prêt dans les infrastructures numériques, le critère de la résilience s'impose évidemment, mais y compris en métropole. Absolument, et c'est vrai que nous, après finalement la grande vague d'investissement dans les réseaux fibres, aux côtés des opérateurs, on en a parlé tout à l'heure, on a invité les collectivités territoriales à penser la résilience de leur territoire. On a proposé, et aujourd'hui il y a une trentaine de territoires que l'on accompagne, on cofinance des études ou des schémas directeurs de résilience à l'échelle d'un département ou de plusieurs départements. Donc le mouvement est parti, et ces collectivités, finalement, elles vont définir un nouveau plan d'investissement, elles vont se rendre compte qu'il faut déplacer peut-être certains équipements de télécommunications et demander aux syndicats d'énergie de se coordonner pour eux aussi modifier parce qu'il y a une zone accidentogène. Voilà. Et donc ça, c'est un enjeu qui est effectivement pas uniquement pour les territoires ultramarins. Il existe aussi, évidemment, on a eu plusieurs tempêtes ou événements climatiques dramatiques aussi en métropole. Et sans parler de la cybersécurité.
aussi. Qui est un autre sujet, qui est moins palpable, qui est moins infrastructure hard, mais qui est tout aussi présent évidemment. Et alors, bon, tout ça, ça fait quand même beaucoup d'investissements nécessaires. Donc, la fin de ce plan France Très Haut Débit va pas nous permettre de faire des économies, si je vous entends bien, parce qu'il va falloir continuer à investir, notamment dans l'IA, dans la résilience. Il y a des incertitudes aujourd'hui au niveau du PLF, du projet de loi de finances, qui n'est toujours pas voté. Qu'est-ce qui est encore incertain ? Alors, il y avait une mesure très concrète qui était prévue dans le projet de loi de finances 2025 qui semblait ne pas poser de problématiques politiques, au sens de l'approbation des différentes formations politiques. C'était une enveloppe que le gouvernement avait proposée pour résoudre ce que Delphine vous évoquiez au tout début, pour achever le plan France Très Haut Débit, de résoudre le raccordement final dans des situations très compliquées, très complexes. Et donc, il y avait une ligne budgétaire de 16 millions d'euros qui était prévue pour amorcer finalement la résolution de ces cas complexes et problématiques. Il faudra voir dans le nouveau projet de finances 2025 que le gouvernement prépare si cette ligne est évidemment maintenue. Et si ce n'est pas le cas, on a un plan B. On aura de toute façon collectivement le problème à résoudre avec une équation financière de toute façon. Oui. Et je parlais des critères aujourd'hui pour la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts en matière d'investissement. Le critère de la souveraineté, c'est un nouveau critère ? Alors, la souveraineté, elle a toujours été pour la Caisse des dépôts. Ne serait-ce que parce que les souverainetés économiques, industrielles ou alimentaires ont fait partie de nos préoccupations au niveau de la Caisse des dépôts. La Banque des Territoires, qui est l'un des métiers de la Caisse des dépôts, s'inscrit évidemment dans cette stratégie globale du groupe Caisse des dépôts. Et on a réalisé un certain nombre d'investissements qui résonnent avec les sujets de souveraineté. On est actionnaire avec DocaPost, Dassault Systèmes et Bouygues Telecom de Numspot. Oui. Donc le grand projet de cloud souverain. De cloud souverain. Il existe d'autres fournisseurs de solutions françaises d'ailleurs pour répondre à ces besoins très particuliers. On n'est pas en train d'adresser 100% des besoins d'hébergement de données, mais on est en train de parler des hébergements critiques pour la finance, pour le secteur de la santé, de l'éducation ou des collectivités territoriales et de la puissance publique. Voilà. Donc on a déjà engagé des mouvements en matière de souveraineté numérique, et c'est vrai que les sujets de souveraineté énergétique seront aussi évidemment au cœur des investissements futurs que l'on fera. Et si vous deviez me dire juste le mot-clé de votre feuille de route là, pour 2025 ? Engagement. Engagement, très bien. Merci beaucoup, Gaël Sérandour, d'avoir joué le jeu de la grande interview dans Smart Tech. Je rappelle que vous êtes le directeur des infrastructures à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires du groupe Caisse des dépôts. Merci beaucoup. On termine cette édition avec Le Monde du Libre et Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir un logiciel libre de création musicale qui est absolument unique en son genre. Oui, surtout il vient d'un développeur particulièrement original, Denis Staroff, qui a créé une théorie, un solfège de la musique fondée sur les couleurs plutôt que sur les gammes chromatiques, et a décidé de tout publier en libre, le manuel d'enseignement comme les logiciels pédagogiques. Et tout ça, ça se passe entre Paris, Moscou, Berlin, Phuket et même à Kiev. Waouh! Alors tu nous racontes peut-être un petit peu l'histoire de ce Denis. Alors Denis, né en 87, fait des études d'ingénieur chimique à l'université Mendeleïev. Son prof essaye de le pousser vers les matériaux composites pour faire des bombes, mais ça lui plaisait pas beaucoup en termes moraux, donc il est vite parti dans le trading chimique où il a fait les systèmes de gestion d'une entreprise de trading chimique. Puis, au bout d'un certain temps, il s'est mis, quand tout marchait, à développer des logiciels libres lui-même. Puis, il a trouvé qu'il y avait un peu trop de propagande en Russie. Il voulait un contexte plus international, avec plus de sentiments de création. Il est parti à Phuket, en Thaïlande. Il a aussi participé au projet Oulet, qui est un projet de maker en fait en Russie, où on fabrique des équipements pour salles de sport. Et puis à chaque fois qu'il fabriquait des équipements, faisait de la menuiserie ou coupait le métal, en fin de journée, tout le monde se réunissait pour faire un concert. Donc Denis a fait de plus en plus de musique comme batteur. Puis il a essayé de passer à la mélodie. Et là, ça n'a pas marché. Il ne comprenait pas le solfège. Ses professeurs de piano n'arrivaient pas à lui enseigner. Et il s'est dit, on va créer une nouvelle théorie, une théorie musicale fondée sur les couleurs. Et oui, parce qu'on parle de couleurs musicales. Oui, mais lui, c'est des couleurs physiques. Parce qu'en fait, son gros problème, c'était pourquoi le La 440 du diapason, c'est le A en anglais, pourquoi A, c'est la première note qui est le La pour nous, qui n'est pas la première, et pourquoi pas le Do, et il ne comprenait pas. Et il s'est dit, on va prendre le La
440 Hz, et on va le transposer. Chaque fois qu'on transpose d'une octave, on multiplie la fréquence par 2. Si on transpose de 33 octaves, on passe de la musique aux fréquences de la 5G. Si on transpose de 40 octaves, on passe de la musique aux fréquences de couleur. Et là, comme par magie, le La, ça devient le rouge, le Si, ça devient un jaune, le Do, ça devient du vert, et on trouve toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont en fait la transposition du La au La dans le domaine de la musique. Et il a comme ça créé Chromatome, la musique fondée sur les couleurs. Mais alors, en quoi c'est utile et ça peut l'aider à composer de la musique? Alors, ce que je peux dire, c'est que lui, ça lui a permis d'apprendre la musique. Ouais. Il n'y arrivait pas avant, donc au moins ça a servi à une personne. Puis après, chaque fois qu'il apprenait en fait un élément de théorie, il écrivait en fait une page web pour expliquer en fait, par exemple, le cycle des quintes. Puis il expliquait, par exemple, dans le cas du cycle des quintes, comment ça se transpose en couleurs. Puis il a écrit un logiciel pédagogique pour jouer avec le cycle des quintes et il a fait ça pour toute la théorie musicale jusqu'à ce qu'il ait un système complet de plusieurs centaines de pages avec des dizaines d'applications libres, des synthétiseurs virtuels qui permettent d'apprendre la musique fondée sur les couleurs plutôt que sur les gammes chromatiques. Et pourquoi décide-t-il de publier tout son travail en licence libre? Alors, quand vous créez une nouvelle théorie pédagogique, alors qu'il y a des personnes qui ont passé plusieurs siècles à apprendre la musique selon une théorie classique, vous menacez en quelque sorte cet investissement. Et donc, il faudra peut-être 1, 2, 3 générations pour que même on s'y intéresse. Si le contenu pédagogique est libre, peut-être que dans 1, 2, 3 générations, on va pouvoir s'y intéresser. Et par ailleurs, si les logiciels sont faits en HTML5, on a la garantie qu'on pourra continuer à les utiliser dans 100 ans. Et alors, qui travaille avec Denis? Alors vous avez une société en fait qui a été, je crois, créée à Paris, entre Paris et Berlin, qui s'appelle Playtronica, qui fabrique des instruments de musique qui fonctionnent avec le toucher. Donc j'en ai apporté un, ça ressemble à ça. Okay. Et vous touchez. Donc c'est un pad? Oui, c'est un pad, puis vous caressez. Et donc on voit les couleurs qui défilent sur le pad et ça génère de la musique en fait au toucher. Oui, puis ça montre les couleurs et Denis et Sacha Pass, qui est le créateur, se sont mis ensemble pour montrer en fait comment on peut combiner couleurs et toucher avec la plus grosse librairie mondiale de synthétiseurs virtuels complètement en ligne que tout le monde peut utiliser depuis son Mac, sa machine Windows, son Android, son iPhone, sans rien installer et apprendre comme ça à la fois la musique par les couleurs et l'électro. Et Denis, lui, en fait, tous les jeudis soirs, à Phuket, au café Bohemia, montre tout son talent dans des jam sessions. Alors avant de l'écouter, je voulais savoir, vous l'utilisez pour composer? Moi, ça y est, je commence à l'utiliser. Je vais inclure ça dans tous les titres que j'écris et ça va être vraiment une solution magnifique. Génial. Bon, bah maintenant on écoute la star, Denis. Fait qu'il a rajouté. Superbe, merci beaucoup pour cette découverte, Jean-Paul. Merci. Je rappelle que vous êtes le PDG de Rapid Space. C'était le monde du libre dans Smart Tech. Merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité. Je vous souhaite encore une très bonne année, mes meilleurs vœux et à bientôt sur la chaîne Be Smart for Change.